Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ces nouveaux webinaires de l'expert comptable patrimonial, nouvelle saison et je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux 2025, la santé et plein de bonnes affaires, bien évidemment. Euh, Ce thème, aujourd'hui, ça sera location meublée, anticiper les impacts pour vos clients. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Champin, qui est ingénieur patrimonial et formateur, notamment avec nous, avec l'équipe de Force Patrimoine. Et nous allons, au niveau des webinaires de l'expert comptable patrimonial, vous donner un rendez-vous généralement, tous les 15 jours, on va essayer de tenir ce rythme, voire un petit peu plus soutenu, tous les 15 jours sur une thématique patrimoniale. La prochaine thématique patrimoniale, vous pouvez le noter dès à présent, ça sera le 6 février sur une thématique que l'on retrouvera tous les débuts de mois, qui est un flash marché, et on va avec des spécialistes du financement analyser un fonds, essayer de créer un portefeuille d'investissement type. Et puis, vous aurez un point marché sur les crypto-monnaies qui sont de plus en plus d'actualité depuis que Bitcoin a pris un peu de valeur. Mais on aura un peu plus de précision donc le 6 février. L'actualité chez Force Patrimoine également, c'est une formation sur la location meublée de 2 jours qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, donc les 28 janvier et 6 février. 2 jours, pourquoi? Parce qu'on va aborder l'intégralité de la location meublée et surtout avoir des cas pratiques sur l'application des textes et donc une approche comptable, bien évidemment. Et puis, depuis quelques années maintenant, nous avons le certificat expert comptable patrimonial qui se déroule sur 14 jours, 100 heures de validation de formation pour ce certificat. La prochaine session, vous serez bientôt informés pour ceux qui sont intéressés, c'est à partir de mi-mai et ce qui va dérouler donc jusqu'à sur 2 mois à peu près, jusqu'à mi-juillet. Voilà pour l'actualité. Je vais laisser la main donc et la parole à Jean-Pierre qui va nous faire un tour de l'actualité de la location meublée, même si il me semble que Madame Lemeur a beaucoup d'écrits dernièrement et encore beaucoup Et annoncé encore tout la récemment, couleur oui. de 2025. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux également. On est encore dans les temps pour vous les souhaiter. Donc, plein de bonnes choses pour vous, pour le business, etc. Et surtout une bonne santé à tout le monde. Donc, effectivement, nous allons discuter pendant une petite heure de la location meublée et avec au programme de ce webinaire, ce que vous voyez à l'écran, donc les obligations d'immatriculation, le LNP versus LMNP, la location longue durée versus la location saisonnière, un petit décryptage sur les cotisations sociales et quelques remarques concernant la cessation d'activité. Vous n'êtes pas sans savoir que la location meublée est un petit peu dans le viseur ces derniers temps. Alors, ça fait quelques années que c'est le cas, hein, mais ça semble se concrétiser. On va revenir tout à l'heure sur la loi Lemeur qui a donc été votée au mois de novembre 24. Et comme le disait Frédéric, on a encore eu un article il y a 2 jours dans l'opinion, je crois, de Madame Lemeur, qui laisse supposer, laisse entendre que les changements ne sont pas finis. Et je crains que ces changements-là n'aillent pas forcément dans le bon sens de vos clients et de nos clients à nous. On va rentrer directement dans le vif du sujet, bien évidemment. Frédéric l'a dit, on a un programme de formation de la location meublée sur 2 jours. Donc, bien évidemment, sur 1 heure, je vais pas pouvoir tout traiter. On va aller sur des rappels essentiels et des points essentiels concernant la location meublée dans cette heure. Et je me garderai un petit moment à la fin pour essayer de répondre aux questions dans la mesure du possible que vous m'aurez posées. Et je vous rappelle que pour les poser, il faut donc aller dans la rubrique Q&R et écrire effectivement vos petites questions. Donc,
Quand on fait de la location meublée, moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, c'est vrai que c'est un mécanisme redoutable d'efficacité d'un point de vue fiscal au jour d'aujourd'hui, avec les règles qu'on a eues jusqu'à maintenant. En revanche, il ne faut jamais perdre de vue que la location meublée, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre et qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Et ces règles, elles sont pour moi de 4 ordres. Il y a des règles juridiques à respecter, il y a des règles fiscales, bien évidemment, c'est ce sur quoi se focalise la majorité des gens. Il y a des règles comptables et il y a bien évidemment des règles sociales. Et l'ensemble de ces règles doit être respecté, pardon, pour qu'on puisse aller sereinement sur le terrain de la location meublée. Et au titre des règles juridiques à respecter, la première d'entre elles, quel que soit le type de location que je vais faire, j'ai une obligation qui est une obligation d'immatriculation. Alors, immatriculation qui se faisait jusqu'en 2021 auprès du CFE, le Centre de formalité des entreprises. Donc, à l'époque, il fallait déposer des formulaires, ça vous rappellera des vieux souvenirs, les P0, les P0I, les M0 ou les FCMB de mémoire. Donc, depuis, normalement, 2022, tout se fait via le guichet unique, via le site de l'INPI. Et on a une obligation, dès lors qu'on fait de la location meublée, qu'on soit loueur meublé, courte durée, longue durée, LMP, LMNP, on a une obligation de s'immatriculer auprès du site de l'INPI, du guichet unique, auprès du, vous avez l'adresse formalité des entreprises, et cette obligation d'immatriculation doit être faite dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité. Et cette chose-là n'est pas optionnelle, bien évidemment. C'est une obligation qui s'impose à tous. Et pourquoi ça s'impose à tous? Alors, je vais le dire tout de suite, vous le savez, je le redirai tout à l'heure, la location meublée a cette caractéristique que, d'un point de vue juridique, c'est une activité civile, mais aujourd'hui, d'un point de vue fiscal, la location meublée est une activité commerciale. Donc, on a une obligation d'immatriculation. On devient loueur en meublé, après professionnel, non professionnel, mais quoi qu'il en soit, on est obligé de s'immatriculer. Et cette immatriculation, elle sert à quoi? Elle sert bien évidemment à obtenir un numéro SIRET qui va normalement permettre de pouvoir faire ses déclarations ensuite. Ça permet de faire connaître l'activité aux différents services de l'administration. Ça permet d'indiquer le régime fiscal que l'on va retenir sur notre activité. Donc, toutes ces choses-là. Et accessoirement, ça permet aussi à l'administration de venir vous appeler la CFE. La CFE étant la contribution foncière des entreprises que vous connaissez, et dès lors qu'on fait de la location meublée, d'un point de vue de la CFE, c'est considéré comme une activité professionnelle d'un point de vue de la CFE, et on est redevable de la CFE. Encore faut-il effectivement avoir déclaré l'activité. Si ça n'a pas été fait, ça se complique. A priori, il y a eu quelques petits soucis sur le guichet unique depuis qu'il a été mis en place. Depuis le 1er janvier 2025, il y a une procédure nouvelle qui a été mise en place. Alors, personnellement, je n'ai pas testé. Hein. Il y a une procédure nouvelle qui a été mise en place à partir du 1er janvier afin d'éviter tous les inconvénients ou au moins d'avoir une traçabilité sur le fait qu'on ait bien été s'inscrire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a une nouvelle procédure qui a été mise en place. Donc, je vous invite à vous rapprocher effectivement du site de l'INPI pour voir comment ça fonctionne. Je regarde juste 2 petites secondes, je vois que j'ai des questions. Alors, la déclaration qu'on fait, la déclaration d'activité, va permettre de choisir la forme juridique sous laquelle je vais exploiter. Effectivement, on ne va pas se retrouver dans la même situation selon qu'on est tout seul, selon qu'on est plusieurs, selon qu'on veut exploiter sous forme de société, et tout ça doit être indiqué dans la déclaration d'activité, dans l'obligation d'immatriculation qu'on doit respecter. Ça nous amène à nous poser la question de comment j'exploite, comment est-ce que je fais de la location meublée, de quelle manière, avec qui, comment, sous quelle forme. Grosso modo, soit je le fais en tant que personne physique, soit je le fais en tant que société. Et là, pareil, il y a des réflexions à mener. Il faut savoir comment on le fait, avec qui, pourquoi, et ça va permettre de déterminer le régime fiscal qu'on va pouvoir choisir ou pas,
selon le type d'exploitation qu'on va avoir, je n'aurai pas forcément le choix de mon régime fiscal. Savoir si je peux faire du micro BIC ou si je fais du régime réel, sachant que, vous le savez tous, la location meublée relève des BIC, hein, étant une activité commerciale d'un point de vue fiscal, ça relève nécessairement des BIC. Il y a plus qu'on connaissait avant, dans l'ancien temps, pour les plus anciens d'entre nous, avant 2017, il était possible de faire quelquefois de la location meublée occasionnelle qui ne basculait pas dans le BIC. Aujourd'hui, dès lors qu'on fait une nuit de location meublée, c'est du BIC. Donc, est-ce qu'on est micro-BIC? Est-ce qu'on est BIC réel? Tout ça, un choix est possible et quelquefois le choix n'est pas possible. Dès lors que je vais me retrouver en indivision ou en exploitation à plusieurs, le micro-BIC, ce ne sera pas possible. Dès lors que je serai sous une forme de société, le micro-BIC ne sera pas possible non plus. Donc là, encore une fois, cette obligation d'immatriculation va permettre de déterminer quel va être mon régime fiscal applicable. Donc, si je suis une personne physique, je peux bien évidemment faire de la location meublée tout seul. Je suis propriétaire de l'immeuble, je le mets en location meublée, pas de difficulté. Là, j'aurai le choix entre mon micro ou mon régime réel. Je peux le faire en couple et je peux le faire à plusieurs. Si je le fais en couple ou à plusieurs, potentiellement, je vais me retrouver en situation d'indivision. Et là, du coup, les déclarations ne sont plus les mêmes et les obligations ne sont plus les mêmes. Encore une fois, lorsque l'on est en couple ou en indivision, logiquement, le régime micro nous est fermé et on est forcément au régime réel. On va revenir dessus juste après. Et on peut bien évidemment décider de faire de la location meublée sous forme sociétaire. Mais alors du coup, quel type de société adaptée à la location meublée? C'est la question qu'il faut se poser. SCI, SARL, SNC, SA, SAS, alors SA peut-être pas, mais SAS, pourquoi pas? Rien n'est interdit. Après, il faut juste tirer les conséquences du choix que l'on a fait. Si je suis en société, traditionnellement, effectivement, on entend encore trop souvent dire que SCI et location meublée, c'est impossible. Alors, impossible, ce n'est pas forcément le bon terme. Ce n'est pas impossible. Seulement, ça a des conséquences. Si je me mets à faire de la location meublée au sein d'une SCI, les conséquences seront que ma SCI, sous condition, un certain pourcentage de chiffre d'affaires, va basculer nécessairement à l'IS. Et ça, c'est l'article 206 du Code général des impôts, 206 deuxièmement, qui nous dit qu'effectivement, dès lors que ma SCI va avoir plus de 10% de son chiffre d'affaires réalisé au travers d'une activité commerciale, la SCI bascule de droit à l'IS. Et donc, vous avez une déclaration IS à faire. Donc, ce n'est pas interdit, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Si je veux du régime IR, il ne faut pas que je reste en SCI. Ce qu'on voit le plus souvent, ce qui revient le plus régulièrement, c'est la SARL de famille. La SARL de famille permet, là aussi, d'un point de vue fiscal, d'avoir une option pour rester au régime BICIR et ne pas être soumis à l'IS, qui est le régime d'imposition d'une SARL classique. C'est l'article 239 bis AA du Code général des impôts qui nous donne cette possibilité. Mais la SARL de famille, c'est avant tout une SARL, donc il faut bien garder ça en tête. Et ensuite, il y a des conditions à respecter et ces conditions-là, elles sont impératives. Et donc, il faut effectivement bien organiser son opération pour que ça fonctionne. Si je décide de faire de la location meublée en tant que personne physique, soit je le fais tout seul, et effectivement, à ce moment-là, je serai un entrepreneur individuel loueur meublé, d'accord? Après, rien ne m'interdit éventuellement de faire une EURL aussi, une EURL ou une SASU. C'est possible. Je peux très bien, dans une SASU, faire de la location meublée, mais ma SASU sera à l'IS comme n'importe quelle SASU, avec l'option des 5 premières années à l'IR, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. EURL, pourquoi pas, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que généralement, personne seule, on est plutôt entrepreneur individuel. Si on est à plusieurs issus de foyers fiscaux différents, on va nécessairement exploiter soit en indivision, soit si on remplit les conditions pour que ce soit retenu comme critère, on sera dans une société de fait. D'accord? Et dans ces deux cas de figure, indivision ou société de fait, pas de régime micro, on est forcément au régime réel. Et quand je suis en couple, alors quand je suis en couple, il y a une petite nuance. Lorsqu'un seul des deux époux est déclaré comme exploitant,
ou lorsque les deux époux sont déclarés comme exploitants. S'ils sont tous les deux déclarés comme exploitants, là, je vais retrouver ma notion d'indivision ou potentiellement ma notion de société de fait. Lorsqu'on j'en ai un des deux qui est déclaré comme exploitant, aujourd'hui, il est admis que un des deux puisse avoir le statut et donc avoir accès au régime micro. Alors, il semblerait que dans certains coins de France, ça ne soit pas forcément toujours possible, à voir ce qui va arriver dans le futur. Un petit tour sur les questions. Alors, encore une fois, hein, je regarde les questions, je réponds rapidement aux premières questions. SCI hier qui se met à faire de la location Airbnb, SCI IS. Sauf à ce que cette location meublée Airbnb ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires de la SCI. Généralement, ce n'est pas le cas. Quand on passe, on va revenir dessus, la CFE est détenue, oui. Quand le code APE est erroné, il faut essayer de voir si vous pouvez quand même essayer de le changer. Il y a une seule immatriculation. Alors, pareil, je peux avoir plusieurs immeubles en étant immatriculé. Si je suis personne physique qui a plusieurs immeubles, je suis immatriculé qu'une fois. Après, j'aurai des établissements différents. Je verrai après le reste des questions. Donc voilà pour ce qui est l'obligation d'immatriculation. Gardez bien en tête que c'est, encore une fois, c'est pas optionnel, c'est une obligation. Donc on est tenu de le faire. Et comme toute obligation, alors j'ai jamais vu de sanction et je crois qu'il y a une petite amende logiquement si on le fait pas dans les temps. Mais voilà, encore une fois, c'est pas optionnel. On est obligatoirement tenu de s'immatriculer lorsqu'on veut faire une activité de location meublée et quel que soit le type de location meublée. LMP versus LMNP. D'un point de vue fiscal, je n'ai pas de définition du LMNP. Par contre, j'ai une définition du LMP. Définition du LMP qui a évolué récemment, il y a quelques années maintenant, 2019, 2020, je ne sais plus. J'ai donc une définition du loueur meublé professionnel et celui qui ne sera pas loueur meublé professionnel, par voie de conséquence, sera loueur meublé non professionnel. Donc, pour être loueur meublé professionnel, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on a l'obligation de remplir deux conditions. La première condition, c'est faire plus de 23 000 euros de recettes annuelles. D'accord? Et là, on raisonne au titre de l'année civile, 1er janvier, 31 décembre, et on raisonne au niveau du foyer fiscal. Donc, au niveau du foyer fiscal, je ne peux pas avoir un LMP et un LMNP. Ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Au sein du même foyer fiscal, je peux avoir deux personnes qui font de la location meublée, une qui sera au régime micro, l'autre qui ne sera pas au régime micro. Si j'ai deux numéros SIRET différents, ça c'est possible. En revanche, au niveau du foyer fiscal, on aura un statut de loueur meublé professionnel ou un statut de loueur meublé non professionnel. Le cumul des deux n'est pas possible. Et la deuxième condition pour être professionnel, au sens de l'IR, au sens de l'impôt sur le revenu, c'est que ces recettes doivent dépasser les autres revenus professionnels taxables du foyer. Et au titre de l'IR, on va retenir pour les autres revenus professionnels les traitements et salaires, les pensions de retraite, les BIC, les BA, les BNC et les revenus de gérants associés, article 62, ainsi que les plus-values au taux proportionnel. Sont exclus les BIC meublés, bien évidemment, les revenus exonérés et les déficits antérieurs reportables. D'accord? Donc, il faut ces deux conditions-là pour qu'on ait la qualité de loueur meublé professionnel au sens de l'IR, au sens de l'impôt sur le revenu, au niveau de mon foyer fiscal. La grande difficulté de la location meublée, c'est que la définition du loueur meublé professionnel au titre de l'IR n'est pas la même pour l'IFI, n'est pas la même pour les charges sociales, pour les cotisations sociales, pour le régime social. Donc, il faut à chaque fois, effectivement, se référer à l'impôt dont on parle et aux conditions qui me rendent professionnel ou pas. Sachant que, je le redis, hein, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la location meublée, c'est une activité d'un point de vue fiscal qui est une activité commerciale. Il n'y a plus de débat sur le sujet. Au titre des revenus qu'il faut prendre en compte pour savoir si ma location meublée dépasse mes autres revenus professionnels taxables, je vous rappelle qu'on travaille sur du revenu net catégoriel. Donc, pour les traitements et salaires, c'est après les 10% ou après les frais réels, etc. D'accord? Que les déficits
sont pris en compte, mais uniquement les déficits de l'année. Si j'ai du déficit reportable d'année antérieure, je n'en tiens pas compte. Quelques petites précisions comme ça qui permettent effectivement de caler les choses. Et après, il y a des règles spécifiques là aussi qui s'appliquent. Selon que je commence mon activité, on a dit qu'on raisonnait sur une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Si je commence au 1er mai ou si je commence au combien, le 23 janvier, le seuil de 23 000 euros n'est pas le même. Il y a du prorata à faire, aussi bien en début d'activité que potentiellement en fin d'activité, selon les cas de figure. Donc, il y a toute une série de petites nuances à ce niveau-là dont il faut tenir compte. Donc, deux conditions pour être LMP. Je vous rappelle, et vous le savez, je pense, qu'il n'y a pas si longtemps, donc je n'ai plus la date exacte en tête, mais il en fallait une troisième qui était l'inscription au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Donc, avant, il fallait trois conditions pour être LMP. Ce qui fait que certains de nos clients pouvaient dépasser les 23 000 euros. Ces 23 000 euros pouvaient être supérieurs à leurs autres revenus professionnels taxables, mais ils faisaient le choix de ne pas s'inscrire et du coup, ils restaient en LMNP, ils ne basculaient pas en LMP. Aujourd'hui, la troisième condition ayant sauté, potentiellement, on a dans nos clients des gens qui se retrouvent LMP, je dirais presque sans le savoir. Cela, il faut effectivement être attentif à leur situation parce que le LMP, ce n'est pas la même chose que le LMNP. Et du coup, ça me permet d'enchaîner. Le statut du loueur en meublé, encore une fois, il s'apprécie annuellement au titre de l'année civile. Et je peux donc passer d'une année sur l'autre de LMP à LMNP. Il suffit que je sois proche des 23 000 euros. C'est potentiellement une année, je vais être LMP parce que j'aurais fait plus de 23 000 euros cette année-là. L'année suivante, j'aurai un appartement qui se sera moins bien loué, je serai peut-être à 20 000 ou à 18 000, je vais rebasculer LMNP, etc., etc. Et ce changement de qualité n'a pas de conséquences fiscales immédiates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chaque fois cessation d'activité, pas d'imposition des plus-values latentes, etc., des bénéfices non encore imposés. Le basculement LMP-LMNP se fait année après année en fonction des deux conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Quand je dis qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas de conséquences fiscales immédiates, en revanche, bien évidemment, le LMP, ce n'est pas un LMNP. Sinon, on ne ferait pas la distinction. Et le LMNP n'est pas un LMP. Et les différences, on va les retrouver à quel niveau? Quand on fait du bénéfice, au niveau des bénéfices, les déclarations ne sont pas les mêmes selon que l'on a un statut de loueur meublé non professionnel ou un statut de loueur meublé professionnel. Les cases à remplir dans la déclaration 2042 CPRO ne seront pas les mêmes. D'accord? Donc, il faut être attentif à ça. Ensuite, on a un régime qui est différent entre le loueur meublé professionnel et le loueur meublé non professionnel en ce qui concerne les déficits que l'on peut réaliser. Quand je fais du déficit loueur meublé professionnel, ce déficit-là, je peux l'imputer sur le revenu global sans limitation. Lorsque je suis loueur meublé non professionnel, le déficit que je réalise en tant que loueur meublé non professionnel, en aucun cas ne va pouvoir impacter mon revenu global. Il va pouvoir se reporter pendant 10 ans sur des revenus de même nature. Et là aussi, ça a été jugé, le revenu de même nature, ce sont des revenus de loueurs meublés non professionnels. J'en profite pour rappeler que l'allocation meublée, je vous l'ai dit, fiscalement parlant, c'est une activité commerciale, je relève donc des BIC, mais le BIC location meublée est un BIC dérogatoire du BIC classique. J'ai certaines règles qui sont différentes par rapport à du BIC traditionnel que vous avez l'habitude de voir sur des activités commerciales traditionnelles. La location meublée est un régime dérogatoire et notamment, mon imputation des déficits se fait sur 10 ans lorsque je suis LMNP. Vous savez, quand on est en BIC classique, l'imputation se fait que sur 6 ans. En BIC non professionnel classique sur des activités classiques. En LMNP, le report se fait sur 10 ans et donc, comme ça a été jugé, il se fait sur des revenus de même nature, donc il faut avoir des revenus de loueurs meublés non professionnels. Ce qui m'amène à dire, mais là pareil, je pourrais vous montrer par un cas pratique, ça, voilà, dans les 2 jours de formation, on a le temps de s'intéresser au sujet.
quelquefois, on voit passer les frais d'acquisition au titre des dépenses déductibles la première année. On a beaucoup de charges la première année. C'est bien effectivement de faire apparaître un déficit important la première année, mais encore faut-il que ce déficit, je puisse l'imputer sur les 10 années qui viennent. Et par le jeu des amortissements, des charges courantes, si pendant les 10 années qui suivent, je n'ai pas de résultat ou un résultat faible, mon gros déficit de la première année, je vais avoir du mal à l'imputer et au bout de 10 ans, ce gros déficit, ça devient une perte. Donc après, voilà, il faut bien calibrer son opération. Donc le statut LMP, LMNP, différence au niveau des bénéfices, différence au niveau des déficits, bien évidemment, différence également au niveau des plus-values. Je n'aurai pas le même traitement fiscal de ma plus-value selon que je suis loueur meublé professionnel ou loueur meublé non professionnel. Alors là, je vous parle avec les règles que je connais aujourd'hui. Il a fort à parier que ces règles-là changent dans les semaines qui viennent. Au jour d'aujourd'hui, quand je vends un bien que j'ai le statut de LMP, je relève des plus-values professionnelles. Plus-value court terme, plus-value long terme. Les règles que vous connaissez traditionnellement sur de la plus-value professionnelle. Donc, en tant qu'LMNP, si au jour de la vente, j'ai le statut de LMP, je suis soumis aux plus-values professionnelles. Au jour d'aujourd'hui, lorsque je vends, si au jour de la vente, j'ai un statut de LMNP, de loueur meublé non professionnel, je bénéficie du régime des plus-values des particuliers, plus-values immobilières des particuliers, article 150U et suivant du Code général des impôts. Et comme vous le savez, cette plus-value immobilière des particuliers me dit que plus je détiens le bien longtemps, moins je paye par le jeu d'abattement pour durée de détention. Et de ce fait-là, je peux me retrouver exonéré de plus-value 22 ans pour l'IR, 30 ans pour les prélèvements sociaux. C'est cette règle-là qui manifestement risque de bouger assez rapidement. Madame Lemeur l'avait indiqué l'année dernière, elle l'a réindiqué lorsque sa loi a été votée au mois de novembre, elle a dit que ça ne suffisait pas, qu'il fallait aller plus loin. Et voilà, a priori, dans la loi de finances, il semblerait qu'on modifie le régime de la plus-value pour les loueurs meublés non professionnels, l'idée étant de bien évidemment réincorporer les amortissements qui ont été déduits. D'accord? Jusqu'à maintenant, je suis LMNP. Pendant ma phase d'exploitation où je déduis mes amortissements, ça réduit mon résultat comptable, ça réduit mon résultat fiscal, je ne paye pas ou peu d'impôts. Et le jour où je vends, on me dit que les amortissements que j'ai déduits, je n'en tiens pas compte. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Et le jour où je vends, je vais tenir compte de mon abattement pour durée de détention et potentiellement, je ne reprends pas ce qui a déjà été déduit, contrairement à un loueur meublé professionnel. Et du coup, c'est cette règle-là qui, manifestement, devrait changer. On devrait réintégrer dans le prix de revient du bien les amortissements qui ont été déduits. On verra si ça passe et dans quelles conditions, sachant que ce qui avait été évoqué, c'était effectivement cette réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value pour le LMNP. En revanche, rien n'a été dit concernant l'abattement pour durée de détention. Donc, si on conserve l'abattement pour durée de détention, logiquement, l'investissement en location meublée n'est pas un investissement de court terme, c'est plutôt un investissement de long terme. Donc, on peut se dire que ça serait un moindre mal, entre guillemets. Donc là, sur la partie plus-value, effectivement, ce qui compte, c'est mon statut au jour de la cession. Et encore une fois, le statut ne se décrète pas. Il se constate. Deux conditions, 23 000 € de recettes et que ça soit supérieur aux autres revenus professionnels taxables du foyer. Donc, je le constate rétroactivement. Quand je suis en plus-value, mon risque, c'est quoi? C'est que le jour où je vends, je ne connais pas forcément mon statut de l'année. Si je vends aujourd'hui, 23 janvier, et si je suis traditionnellement limite des 23 000 €, limite LMP, LMNP, et que j'ai des changements d'une année sur l'autre assez réguliers, le jour où je vends le 23 janvier, quel est mon statut de l'année qui sera donc déterminé au 31 décembre de l'année 2025? J'en sais rien. Donc, du coup, traditionnellement, pratiquement, on se base sur le statut antérieur. Je regarde quel était mon statut en 24. Si en 2024, j'avais un statut de LMNP, ma vente d'aujourd'hui sera taxée, enfin ma plus-value d'aujourd'hui sera taxée en plus-value des particuliers. Si j'avais un statut LMP, elle sera taxée en plus-value des professionnels et j'aurai une rectification à faire en fin d'année. Alors, je prends 2-3 minutes pour lire quelques questions. Faut-il s'immatriculer à la date d'achat ou à la date de mise en location? Alors, concernant l'immatriculation, c'est 15 jours après le début de l'exploitation. Maintenant, si vous avez des travaux à faire, s'il y a des choses comme ça,
avant l'exploitation, logiquement, il faut s'inscrire, typiquement, si j'ai des travaux à faire, au jour du début des travaux, sinon je ne pourrais pas en tenir compte. Là aussi, il y a quelques petites règles à respecter. Puis l'année qu'on passe en réel, à quelle valeur doit-on inscrire l'immeuble et à quelle date doit-on calculer les amortissements? Quand je passe du micro au réel, c'est un grand débat. Je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous inscrivez en valeur réelle, soit certains vous disent qu'il faut inscrire en valeur historique pour constituer un plan d'amortissement. Là aussi, pareil, ça nécessite des développements un peu plus longs. Je vous invite à venir nous suivre sur les 2 jours où on parle effectivement de ces choses-là. Là, sur l'espace d'une heure, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais voilà, ce n'est pas complètement tranché. Je ne l'ai pas précisé. Il y a plein de choses en matière de location meublée sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses et les textes ne sont pas forcément toujours très clairs, notamment sur les inscriptions quand il y a indivision ou des choses comme ça. On peut effectivement quelquefois être confronté à des difficultés, mais il n'y a pas de texte précis qui nous dise comment il faut faire. Est-ce que les sans option, on peut revenir à l'IR si on arrête le meublé pour passer en nu? Tout à fait, j'ai ma SCI qui bascule à l'IS parce qu'elle fait de la location meublée. Le jour où elle arrête la location meublée, et si elle n'a jamais opté, normalement, elle revient à l'IR. Toc, 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 toc. Peut-on transformer une SCI en SARL de famille sans plus-value? Oui, si on n'y a pas de changement de régime fiscal. On RP loué en meublé au nom de monsieur. Alors après, bon, je vais aller un peu plus vite, je n'aurai pas le temps de répondre à tout, hélas. Toc, toc, toc. Hop, 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 hop. Une déclaration, impossible. Bon, je continue. Je reviens juste sur la partie, est-ce qu'il y a des questions sur les plus-values ou pas? Toc, toc, toc. Hop là. Oui, toute une série de questions qui nécessitent des développements beaucoup plus longs que le temps qui m'est imparti. Voilà ce que je peux vous dire dans cette petite heure sur le LMP et LMNP, donc les choses à avoir en tête. Un petit focus. Quelle heure il est? Oui, j'ai encore un peu de temps. Un petit focus sur la loi, donc sur ce qui vient d'être modifié et donc sur un certain nombre de dispositions qui sont d'application immédiate. Donc, on est dedans, on est dans le vif du sujet. Donc, issu de la loi Le Meur qui a été votée et promulguée le 19 novembre 2024. Cette loi-là, alors, je ne vais pas vous refaire l'historique des péripéties de la loi Le Meur, parce qu'on en entend parler depuis 2023 de cette loi. Elle a donc finalement bien été votée et elle a bien été promulguée. Elle est donc d'application. Et un certain nombre de points qu'elle met en place sont d'ores et déjà d'application. Alors, je n'aurai pas, hélas, le côté pratico-pratique, parce que c'est quand même tout récent, mais il faut obligatoirement en tenir compte dès à présent. Typiquement, au titre de la loi Le Meur, voilà, juste, je n'ai pas sauté. Hop. Voilà, je me disais bien, j'en avais sauté un. Donc, cette loi Le Meur, elle a été publiée, donc promulguée officiellement le 19 novembre 2024. Je vous lis juste deux, trois petites choses. La proposition de loi, elle vise à remédier au déséquilibre du marché locatif. Donc, elle avait été déposée pour la première fois en avril 2023. La proposition vise à freiner le développement de la location meublée touristique, donc location saisonnière, typiquement le Airbnb, en durcissant la fiscalité applicable et en alourdissant les obligations administratives, les obligations de performance énergétique. Donc là, on se retrouve sur le terrain un peu juridique, il y a des choses à faire, il y a des autorisations à demander, il y a des déclarations à faire, en plus de l'immatriculation auprès de l'INPI que nous impose dorénavant la loi Le Meur. D'accord? Il y avait un certain nombre de choses qui existaient déjà antérieurement, la loi Le Meur vient rajouter une couche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle nous a indiqué que les mesures fiscales n'étaient pas entièrement satisfaisantes et qu'il est donc probable qu'on aura un deuxième tour de piste, voire sûrement un troisième. Le deuxième tour de piste, ça va être la loi de finances, à mon avis, 2025, qui devrait normalement arriver, on peut l'espérer, dans les semaines qui viennent. Ça va concerner la plus-value sur le LMNP. Donc là, il y aura un changement, a priori, hein, sauf retournement de situation qui serait étonnant. Donc, on va avoir un changement sur le traitement fiscal de la plus-value du LMNP. Mais dans l'article qui a été publié il y a 2 jours, par l'interview de Mme Le Meur il y a 2 jours dans l'opinion, elle dit que c'est encore pas suffisant, que l'allocation meublée touristique, c'est un point de départ
mais dans son esprit, alors je l'ai lu rapidement, mais c'était, il me semble, assez clair, elle veut qu'il y ait une unicité du régime de taxation de toutes les locations, qu'elles soient nues ou meublées, d'après ce que j'ai compris. Donc, il y aurait une seule manière de taxer, qu'on fasse du nu ou qu'on fasse du meublé, et elle laisse entendre que la notion d'amortissement quand on fait du meublé n'est pas forcément justifiée. Donc, il faut s'attendre encore à ce que ça bouge et que ça remue un petit peu dans les mois qui viennent. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous dit la loi de Moore depuis le mois de novembre? On a tout d'abord une généralisation de la procédure d'enregistrement des locations touristiques. D'accord? Dorénavant, la déclaration du bien loué en meublé touristique assortie d'un numéro d'enregistrement devient obligatoire pour tous les propriétaires de meublés, qu'ils soient en résidence principale, en résidence secondaire, et quelle que soit la situation, la localisation géographique. Jusqu'à maintenant, quand je louais ma résidence principale quelques jours dans l'année, je n'avais pas d'obligation. Je n'avais pas d'obligation de déclarer, d'enregistrer, sauf dans certaines communes qui avaient voté, qui avaient mis en place ce système d'enregistrement. Mais le principe, c'est de non-déclaration, non-enregistrement de la résidence principale. Depuis 19 novembre 24, tout le monde, résidence principale, résidence secondaire, le locatif, etc., forcément, il faut bénéficier d'un numéro d'enregistrement. Ensuite, on a une modification complète du régime de changement d'usage des locaux. Comme on l'a dit, hein, la location meublée, c'est une activité commerciale au sens fiscal. Donc, mon bien qui était loué nu jusqu'à maintenant, qui avait une vocation, qui avait un usage d'habitation, il devient usage de commerce. On a un changement d'usage à faire. Ce changement d'usage existait déjà par le passé, mais il était obligatoire pour toutes les villes de plus de 200 000 habitants, pour certaines villes de la banlieue proche parisienne, et puis dans toutes les communes qui avaient décidé de mettre en place une autorisation de changement d'usage, avec des autorisations temporaires, des autorisations définitives, avec des histoires de compensation, etc. Tous les mécanismes qu'on connaissait jusqu'à présent sont supprimés à compter du 21 novembre 2024. Et aujourd'hui, la loi Le Meurtre dit, vous êtes dans une zone tendue ou vous êtes dans une zone non tendue. Dans une zone tendue, c'est le pouvoir de la commune, le pouvoir du maire, des autorités locales. Le contrôle du changement d'usage des locaux d'habitation est instauré par la commune sur délibération. Et dans une zone non tendue, c'est la même chose, sauf qu'il faut normalement motiver ça par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. D'accord? Donc l'enregistrement, pour tout le monde maintenant, obligatoire. Renforcement du régime des autorisations temporaires de changement d'usage. Là aussi, on nous dit, et donc d'application depuis le 21 novembre, hein, que les communes peuvent décider sur tout ou partie de leur territoire, dans une ou dans plusieurs zones géographiques qu'elles délimitent, du nombre maximal d'autorisations temporaires qui pourront être délivrées. Donc là, systématiquement, on donne le pouvoir aux autorités locales pour mettre en place un système de quotas, quotas d'autorisation. Donc, il va falloir être vigilant, se renseigner et du coup appliquer les règles en local telles qu'elles auront été définies par les autorités compétentes. D'accord? Même chose, si vous aviez un local commercial et que vous voulez le transformer en location meublée, il faudra là aussi demander une autorisation pour passer d'un local qui est pourtant à usage commercial sur une autre forme de local à usage commercial, mais dès lors que c'est de la location meublée, il faudra demander une autorisation. D'accord? Donc ça, pareil, décision en local, vérification des communes, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été mis en place. Encore une fois, hein, le 21 novembre, on est le 23 janvier, donc c'est court en termes de délai. Je n'ai pas d'exemple pratico-pratique à vous donner, mais voilà, c'est d'application, donc il faut être attentif. La loi Le Meurtre réforme la preuve de l'usage d'habitation. Ça devient beaucoup plus simple pour les communes de définir les règles. La loi fait désormais référence à l'usage d'habitation et non plus à la destination d'habitation. D'accord? Et l'usage d'habitation, la loi précise qu'on tout local habité ou ayant vocation à l'être, même s'il n'est pas effectivement occupé, notamment s'il est vacant ou s'il a fait l'objet d'un arrêté pris dans le code de la lutte contre l'habitat indigne. D'accord? Ce usage-là, c'est un usage d'habitation. Donc, ça va élargir effectivement les possibilités pour les communes d'interdire la location meublée touristique
prioritairement, hein, dans un certain nombre de zones. Même chose, la loi est en vigueur, donc c'est d'application. Vous savez ou pas, donc je vous le rappelle, j'ai la possibilité de louer ma résidence principale en location saisonnière. Si je suis dans un endroit géographiquement qui permet la location saisonnière de ma résidence principale, je peux la louer quelques jours, quelques semaines dans l'année. La règle jusqu'à présent, c'était de dire que pour qu'on puisse garder le statut de résidence principale avec tout ce que ça implique, il fallait que je loue moins de 120 jours par an. D'accord. Le principe n'est pas modifié en soi, c'est-à-dire qu'on nous dit toujours que le maximum de location que je peux faire de ma résidence principale en meublé reste 120 jours par an. Si je bascule au-delà, ça ne sera plus ma résidence principale, donc avec toutes les conséquences que ça entraîne. Ceci dit, le MEUR, donc d'application fin novembre 24, nous dit que là aussi, au niveau local, la commune pourra décider de ramener ce délai de 120 jours à un délai de 90 jours seulement. D'accord? Avec des sanctions qui s'appliquent si je dépasse ces durées. D'accord? Donc là, encore une fois, il va falloir être attentif à ce qui est décidé au niveau de chacune des communes où vous faites de la location meublée. Même chose, la loi Le Meur a mis en place un contrôle de la copropriété. Dorénavant, dans les règlements de copro, à partir de la publication de la loi, les règlements de copro devront dire s'ils autorisent ou non la location meublée. Et on a changé les règles de majorité pour les anciens règlements. C'est plus l'unanimité, mais c'est alors je ne suis pas très fort en copropriété, mais c'est des règles de vote, de changement de règlement de copro qui sont assouplies. Donc, ce qui va pouvoir permettre à des copropriétaires de modifier le règlement de copropriété pour interdire potentiellement la location touristique. Tout ça, c'est en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Je regarde quelques questions. Concernant les revenus, il faut dépasser la totalité des revenus ou juste 50% des revenus. Il faut que vos revenus, pour avoir le statut de loueur meublé professionnel, encore une fois, il faut faire plus de 23 000 euros de recettes et que ces 23 000 euros de recettes dépassent vos autres revenus professionnels du foyer. Je prends un exemple. Je fais 23 000 euros de recettes et par ailleurs, je suis salarié. Je suis salarié, mon salaire net, il est de 30 000, je serai LMNP. Mon salaire net, après les 10%, il est de 20 000, je fais 24 000 euros de location meublée, je serai LMP. Donc, si je loue occasionnellement en LMNP ma résidence principale, oui, si vous gardez le statut de résidence principale, encore une fois, le statut de résidence principale, c'est moins de 120 jours, voire moins de 90 jours maintenant depuis la loi Le Meur dans certaines communes. Toc, toc, toc. Alors, est-ce que vous aurez le PowerPoint? Je crois qu'il est prévu que vous ayez, il me semble, la présentation ou au moins un replay sur le webinaire. Donc, je continue sur ma loi Le Meur. Même chose jusqu'à maintenant, les locations saisonnières n'étaient pas concernées par les règles énergétiques, les règles des DPE, les choses comme ça. La loi Le Meur change les règles du jeu. Dorénavant, les meublés touristiques situés dans les communes où la mise en location est soumise à une autorisation de changement d'usage temporaire ou définitive, donc toutes les communes qui l'auront décidé, doivent présenter depuis le 21 novembre 2024 un DPE compris entre A et E. Et ça tombe à D à compter de 2034. D'accord? Suspension des loyers en situation d'insalubrité, je ne reviens pas dessus. Et la loi Le Meur a aussi modifié de manière significative les amendes. Toutes ces règles-là sont, là aussi, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. On est tenu de respecter les règles du jeu. Et si la commune a mis en place un changement d'usage, une autorisation préalable, etc., on est obligé de le faire. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et du coup, le non-respect des règles est susceptible d'entraîner des amendes, ce qu'on appelle des amendes civiles. Et le non-respect de la performance énergétique, 5 000 euros, bon, ça va. Le non-respect de la réglementation de changement d'usage, avant la loi Le Meur, on était à 50 000 euros, on est passé à 100 000 euros. 100 000 euros,
amende civile, donc encore faut-il effectivement être condamné à ce montant-là. Mais dans l'air du temps, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle et qu'il faille vraiment prendre le risque. Dépassement de la limitation des jours de location. Donc, si je fais 92 jours, là où je suis autorisé à 90 jours sur ma résidence principale, c'est 15 000 euros l'amende. Donc là aussi, pareil, hein, ça va enlever de la rentabilité à votre opération. Hein. Même chose, si j'oublie de m'enregistrer, on m'a dit, hein, l'enregistrement auprès maintenant de la mairie, il est obligatoire pour tout le monde, quel que soit le type de location, principale, secondaire, et quelle que soit la localisation géographique, c'est obligatoire. Là aussi, le non-respect de la règle, c'est 5 000 euros l'amende. Donc, si on cumule tout, ça peut vite faire des sommes significatives. La loi Le Meur nous a dit quoi d'autre? On est venu modifier le régime microbique. Donc là, pareil, je ne vous fais pas l'historique. Vous l'avez tous en tête, entre 23 et 24. La décision, la loi votée, passée en 49.3 qui disait n'importe quoi. On avait des seuils, des taux d'abattement de 92% sur certains types de locations qui étaient complètement contraires à l'esprit du texte de départ. Je passe là-dessus. Pareil, je peux vous faire l'historique, mais je le fais lors de la formation de 2 jours, on a un peu plus le temps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on en est où? Comment on va être traité? Pour 25, donc pour les revenus, à compter du 1er janvier 25, les règles du jeu sont celles qui s'affichent à l'écran. Si je fais du meublé de tourisme non classé, le seuil, là où il était à 77 000 l'année dernière, il va tomber à 15 000 et l'abattement qui était à 50 tombe à 30. 15 000, c'est court. Ça veut dire que tous ceux qui font du meublé de tourisme non classé, qui vont dépasser 15 000 euros, n'ont plus accès au régime micro. Obligation de faire une déclaration, obligation de venir vous voir, bilan, compte de résultats, etc. etc. D'accord? Sur le meublé de tourisme classé, on est sur un seuil à 77 000 et sur un abattement de 50. Donc, dans la mesure du possible, il faut faire classer, parce que ça libère quand même un peu d'espace. Pour ce qui est des chambres d'hôtes et la part hôtellerie, il n'y a pas de changement. On est toujours sur des seuils à 188 000 et des abattements à 71. Et là où il n'y a pas de changement non plus, c'est sur la location longue durée. Sur la location longue durée, le seuil, c'est 77 700 et l'abattement, c'est 50%. D'accord? Il n'y a plus de notion d'histoire de zone tendue, pas tendue, etc. Ça, c'est tout disparu. Donc, c'est ce régime-là, c'est ce tableau-là qu'il faut appliquer pour 2025. Et on nous a précisé, et c'est sympa, ce qui se passe pour 24, parce que du coup, on avait un petit flou sur 24. Maintenant, le flou, il est levé. Donc, sur 24, on applique les règles qu'on connaissait avant 23. Donc, tout comment on pourrait dire, tout ce qu'on a connu, toutes les péripéties qu'on a connues entre 23 et 24, si on oublie, on se met sur la règle de 23 pour 23-24, et à partir de 25, c'est les règles qu'on vient de voir. Donc, les loyers encaissés du 1er janvier 24 au 31 décembre 24, donc ceux qu'on va devoir déclarer là au mois d'avril-mai, en meublé de tourisme classé, je suis à 60, non classé, pardon, je suis à 77 et j'ai 50% d'abattement. En classé, je suis à 188 et j'ai 71 comme avant. Et pour toutes les autres, les locations longue durée, je suis à 77 000 et à 50%. D'accord? Et donc là, c'est ce qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 25. Voilà ce qu'on peut dire sur le traitement du microbic. D'accord? Petit décryptage sur les charges sociales. Donc, sur les charges sociales, on a essayé de vous faire un petit tableau synthétique qui est, je trouve, relativement pratique. Dès lors que vous avez des recettes inférieures à 23 000 euros, vous êtes en prélèvements sociaux. On ne regarde pas ce que vous faites comme type de location, que ce soit la location saisonnière, de la location résidence principale ou éventuellement du bail commercial, etc. On s'en fout. Le statut LMP, LMNP, on s'en fout. Vous êtes prélèvements sociaux dès lors que vous avez moins de 23 000 euros de recettes. Donc, prélèvements sociaux, c'est 17,20, hein, c'est GCRDS non déductible. Enfin, voilà, c'est du 17,20. Enfin, déductible, potentiellement déductible si ça marche. Mais quoi qu'il en soit, c'est du 17,20, c'est non productif. C'est pas non déductible, ce que je voulais dire, c'est non productif. Donc, c'est du 17,20 à fond perdu, entre guillemets. Maintenant, si vous faites plus de 23 000 euros de recettes, que vous soyez en location à titre d'habitation principale de mon locataire, donc la location longue durée plutôt, que vous soyez en bail commercial avec une société d'exploitation, là, il va falloir regarder quel est votre statut. Si vous êtes LMNP, donc LMNP au sens de l'IR, donc moins de 23 000 euros de recettes, ou que ces recettes ne dépassent pas vos autres revenus professionnels taxables, donc vous avez le statut de LMNP, et dès lors que vous avez le statut de LMNP non professionnel, vous relevez systématiquement des prélèvements sociaux 17-20 non productifs. D'accord? Maintenant, si vous avez le statut de LMP professionnel,
plus de 23 000 euros et ça représente plus que vos autres revenus taxables, vous êtes donc un professionnel et en tant que professionnel, vous ne relevez plus des prélèvements sociaux, mais vous relevez des charges sociales. Et les charges sociales, c'est quoi? C'est le SSI, c'est la sécurité sociale des indépendants. Fini le RSI. On est aujourd'hui sous les fourches codines de l'URSSAF, avec, les potentiels contrôles qui vont se mettre en place et on commence à les voir arriver, parce que l'URSSAF, c'est quand même ce qu'elle sait faire de mieux. Donc, dès lors que je suis en professionnel, je suis SSI. Attention sur la location saisonnière. On est SSI, donc dès lors qu'on a le statut de LMP. Mais aussi, et ça c'est dans mon esprit depuis 2018, mais c'est à peu près ça, si je fais de la location saisonnière pour plus de 23 000 euros de recettes, là, peu importe que je sois considéré comme LMP ou LMNP, je me fous du statut, je relève du SSI, donc des charges sociales. Location saisonnière de plus de 23 000 euros, c'est charges sociales. Avec une option possible pour aller chercher le régime général si j'ai un intérêt, et notamment si je suis déjà soumis au régime général par ailleurs, c'est-à-dire si je suis salarié par ailleurs soumis au régime général, on ne m'oblige pas à avoir une nouvelle immatriculation au SSI, on me dit que je peux bénéficier du régime général afin d'avoir le même régime sur toutes mes activités. Donc ça, c'est l'option possible pour le loueur saisonnier qui fait plus de 23 000 euros de recettes, mais qui reste en dessous, alors qui restait en dessous du seuil de 77 000 jusqu'à maintenant. Il faudra voir avec les nouveaux seuils ce que ça donne. Attention, parce que là-dessus, là aussi, les textes ne sont pas forcément toujours très explicites, très clairs, et on attend des décrets qui devraient normalement préciser les choses, mais on les attend depuis un certain nombre d'années, ces décrets, et manifestement, ils ne sont toujours pas dans le pipe, on ne les voit toujours pas arriver. Et il faut donc se méfier, l'URSSAF a une fâcheuse tendance, une fois qu'elle vous a attrapé, mis le grappin dessus, à ne plus vous lâcher. Pour preuve, hein, on a l'habitude de dire URSSAF un jour, URSSAF toujours. Faut faire attention. Il y a eu encore une décision au mois d'avril 24, décision de la Cour d'appel d'Amiens, qui est venue nous dire que dès lors qu'on a été assujetti au titre d'une année, on doit rester assujetti donc aux charges sociales, aux cotisations sociales. Hein, on doit rester assujetti, même si on rebascule typiquement à LMNP. J'étais LMNP, puis une année, je fais plus de 23 000 euros de recettes et que ça représente plus que mes autres revenus professionnels, je bascule LMP, donc je bascule charge sociale. Mais l'année suivante, par exemple, je ne fais plus que 20 000 euros, donc je suis en dessous du seuil de 23, donc logiquement, je devrais être traité en prélèvements sociaux. L'URSSAF vous dit, à partir du moment où vous avez basculé dans les charges sociales, vous restez dans les charges sociales. Seule une radiation pourrait éventuellement vous sortir de là. Donc, il faut être attentif. Ce n'est pas dans l'esprit du texte. C'est pas c'est pas ce qu'on peut lire, enfin ce qu'on peut comprendre de la lecture du texte, mais c'est comme ça qu'interprète l'URSSAF au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est sujet effectivement à discussion et ça peut être des sujets assez pénibles. De la même manière, attention aux gens qui louent leur résidence principale. Moi, j'ai des clients qui ont été concernés. Location de résidence principale, donc location moins de 120 jours aujourd'hui, hein, mais sur potentiellement 4 semaines ou 5 semaines, vous pouvez facilement dépasser 23 000 euros de recettes selon la zone géographique dans laquelle vous vous situez. Et donc, location de sa résidence principale, mettons 4 semaines par an pour 25 000 euros de recettes, c'est forcément de la location saisonnière. Donc, qui dit location saisonnière, plus de 23 000 euros de recettes, vous fait basculer au SSI. Et moi, je vois passer, là, j'ai 2 cas en tête, où des gens ont bien déclaré, hein, ils ont bien fait leur déclaration, ils ont été en micro-BIC, ils ont fait leur déclaration, ils ont payé les prélèvements sociaux à 17,20, mais ils viennent de recevoir un courrier de l'URSSAF leur disant, vous nous devez les charges sociales au titre des années, ils se sont fait reprendre 19, 20, 21, 22, c'est l'année dernière, ils se sont fait reprendre, vous nous devez les charges sociales parce que vous avez fait de la location saisonnière et parce que vous avez encaissé plus de 23 000 euros. Et j'ai même le cas de figure de personnes qui ont effectivement encaissé plus de 23 000 euros en location saisonnière, mais l'année suivante, ils sont rebasculés, ils étaient à 18 000 et l'URSSAF leur demande les charges sociales sur 18 000, bien qu'ils ne remplissent plus les critères. Et là, encore une fois, on attend des décrets qui, normalement, sont censés venir nous expliquer comment ça doit être traité. On les attend toujours. Donc là-dessus, il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut faire, faut faire attention. Toc, toc, toc. Question de PowerPoint. Y a-t-il des logiciels gratuits pour gérer sa compta en régime réel? Y a-t-il des logiciels gratuits?
J'ai toujours tendance à me méfier du gratuit, moi. Le gratuit, enfin, je ne connais pas grand monde qui travaille gratuitement. C'est assez rare. Euh, le loyer encaissé, c'est avec les charges comprises, c'est toutes charges comprises, oui. Location, si j'ai de la location saisonnière sur un appartement à habitation principale, quel est le statut? Ben, ça dépendra de ce que vous faites comme location saisonnière. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'IR, des prélèvements, des charges sociales ou pas, du social, bon, à voir. La SARL de famille. Alors, la SARL de famille, c'est un sujet, la SARL de famille. La notion, alors, au niveau, pareil, hein, au niveau charge sociale, au niveau cotisation sociale, au niveau statut social, quand je suis en SARL de famille, ce qui compte, c'est pas, on se fout du 23 000 euros et des choses comme ça. Ce qui compte, c'est le statut qu'on a dans la SARL. Est-ce que je suis gérant majoritaire ou est-ce que je suis gérant minoritaire? C'est ça qui rentre en ligne de compte, comme dans une SARL classique. Taux de charge sociale utilisé en LMP. Le taux de charge sociale, c'est le taux de charge sociale qu'on a sur un gérant major, en dessous d'un pass, grosso modo 47%, dégressif avec le temps. Enfin, dégressif avec le temps, dégressif avec l'augmentation de la rémunération. Les charges sociales sont-elles basées sur le résultat? Oui, elles sont basées sur le résultat après amortissement. Oui, mais l'amortissement de l'année, pas les amortissements qu'on a pu mettre en 39C réputés différés, entre guillemets. D'accord. Donc, encore une fois, il faut être vigilant à tous ces aspects sociaux. Et je le redis, je l'ai dit en début de webinaire, l'allocation meublée, c'est super efficace avec les règles qu'on connaît aujourd'hui. Hein, ça risque de peut-être changer dans le futur, dans un futur proche. Mais encore une fois, il y a des règles juridiques, il y a des règles fiscales, il y a des règles comptables. On ne peut pas faire de l'allocation meublée sans expert comptable. Enfin, en tout cas, dès lors qu'on est soumis au régime réel, c'est difficilement envisageable de mon point de vue. Les règles étant ce qu'elles sont, encore une fois, BIC dérogatoire, l'article 39C, le retraitement des amortissements, etc., etc., c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Il faut un réel savoir-faire. Et il faut être attentif également aux règles sociales. Donc, il y a de vastes sujets en matière de location meublée. Et bien souvent, les gens sont un peu focalisés sur le fiscal et oublient tout le reste. Pour terminer rapidement, cessation d'activité en location meublée. Quand je cesse mon activité, j'ai des démarches, là aussi juridiques à faire, obligatoires, ce n'est pas optionnel encore une fois. Ces démarches, c'est quoi? C'est de faire une déclaration de cessation d'activité dans les 30 jours sur le même service, le guichet unique, l'INPI, que pour l'immatriculation. Démarche gratuite, hein, bien évidemment. Mais là, encore une fois, cette démarche, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour informer tout le monde que vous arrêtez l'activité. Et voilà, il y aura une radiation auprès du répertoire sirène, de l'administration fiscale, des organismes sociaux si vous étiez affilié, etc., etc. Si vous ne les avertissez pas, ils ne le savent pas. Donc, c'est mieux de le faire. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc, il faut juste aller dessus avec les problématiques du guichet unique. Mais ça, bon, c'est un autre sujet. Incidence fiscale, donc ça, c'est la partie juridique, des démarches à faire lorsque je cesse mon activité. Sur les incidences fiscales et sociales de la déclaration de cessation d'activité, là aussi, ça dépend de mon statut, ça dépend de comment j'ai fait les choses. Si j'étais soumis à un régime réel, vous avez une obligation. La dernière déclaration de résultat doit être souscrite dans les 60 jours après la date effective de cessation d'activité. D'accord? Donc là aussi, ce n'est pas optionnel. D'accord? À noter, si la cessation d'activité a lieu en cours d'année, une demande de réduction de CFE au prorata du temps d'exploitation peut être effectuée. Donc ça, c'est possible. Et si je n'étais pas au régime réel, mais si j'étais en régime micro, on l'a dit, hein, en régime micro, je n'ai pas d'obligation normalement de faire un bilan, etc., etc. J'ai une case à remplir sur ma déclaration 2042 CPRO. Donc là, en l'occurrence, le jour où j'arrête, où il y a cessation d'activité, la déclaration sera faite au moment de la déclaration des revenus de la 2042 CPRO, donc grosso modo mai-juin de l'année suivante, celle de la cessation d'activité. D'accord? C'est ça les règles. Et ces règles-là ne s'appliquent effectivement que lorsque je suis en cessation d'activité. Si j'ai plusieurs biens et qu'il y en a un que j'arrête, je n'ai pas toutes ces démarches à faire. Et si j'ai plusieurs biens en tant que personne physique, je vais avoir fermeture d'un établissement potentiel, mais je n'ai pas toutes les déclarations de cessation d'activité. Et la même chose,
il y a des règles à respecter sur le critère des 23 000 euros de recettes pour déterminer mon statut LMP et LMNP. Il y a des règles à respecter selon que je cesse complètement mon activité ou selon que je fais que de vendre un des biens soumis à la location meublée. Donc, il y a plein de petites nuances là aussi, peut-être du prorata à faire selon la situation dans laquelle je me trouve. Mais là, encore une fois, ça nécessite des développements un peu plus longs. Donc, je vous invite à suivre la formation des 2 jours sur la partie location meublée. Je suis, je pense, dans le timing arrivé au bout, 11h01, on est pas mal. Donc, du coup, je vais revérifier en termes de questions. Alors, toc, toc, toc. Qui me sort de la plus-value lorsque l'on sort du LMNP sans vendre le bien? Alors, si je suis en LMNP au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien, il ne se passe rien. Plus-value des personnes physiques, quand je suis LMNP aujourd'hui, si au jour où je récupère le bien, je n'ai pas de cession, la plus-value pour les personnes physiques, je ne la constate que lorsqu'il y a une cession. Alors, une cession, un échange, un apport, enfin, les règles classiques. Mais un retrait de bilan, typiquement, ce n'est pas une cession. Donc, si je suis LMNP, il ne se passe rien. Si je suis LMP, il y a taxation. Comment se matérialise le régime général pour les cotisations sociales dans la location saisonnière? Qui doit établir la fiche de paye? Alors, vous allez sur le site de l'URSSAF, il y a une page dédiée à ça. Et vous avez, voilà, il faut remplir un certain nombre d'éléments. Et ça se fait, l'URSSAF pour ça est relativement efficace. Enfin, elle est souvent efficace pour mal de choses, mais là aussi, elle a fait preuve de son efficacité. Toc, 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 je regarde les questions que j'ai pas, sur lesquelles je ne suis pas revenu. Le taux de charge utilisé, toc, toc, toc. Airbnb égale location saisonnière, bien évidemment. Airbnb, elle égale location saisonnière, je n'ai pas reprécisé. Hein. La location saisonnière, c'est lorsque vous louez la personne qui vient dans le logement n'en fait pas sa résidence principale. C'est loué à l'occasion des vacances, c'est loué, c'est à la nuitée, ou à la semaine, au week-end, etc., etc. Et en location traditionnelle longue durée, le bail il est de 1 an. En location saisonnière, il est d'une journée, de 2 jours, 3 jours, la semaine, etc. Donc du Airbnb, c'est forcément de la location saisonnière. Et on a aussi une problématique là au niveau de la TVA. On ne l'évoque pas aujourd'hui, mais encore une fois, ça fait partie de la formation. Il y a une vraie problématique aussi au niveau de la TVA. Il faut s'attendre à ce que ça rebouge encore, à mon avis, au niveau de la TVA. Toc, 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 je regarde rapidement ce que je peux éventuellement répondre à vos. Je loue occasionnellement en LMNP ma résidence principale. La plus-value dégagée lors de la session est-elle toujours exonérée? Oui, donc je l'ai dit tout à l'heure, si vous gardez le statut de résidence principale, hein, attention sur les résidences principales, hein, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait une décision de justice qui remette en cause l'exonération de la plus-value au titre de la résidence principale parce que ça ne constituait pas la résidence principale effective au jour de la cession. Donc, il faut être attentif à ça aussi. Hein. L'administration est beaucoup plus regardante sur le sujet, mais sur toutes les résidences principales, pas spécialement sur celles que je loue. Il faut dépasser la totalité des revenus, donc on l'a dit. Si on est usufruitier, peut-on amortir l'usufruit? Si oui, les amortissements sont-ils reportables? Alors, le démembrement sur l'immeuble, c'est toujours compliqué. Là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles les textes ne sont pas clairs. Si je veux démembrer, le mieux, c'est de passer par une structure sociétaire, faire une SARL de famille et démembrer les parts de la société. La société conserve l'immeuble inscrit à son bilan, elle en est plein propriétaire, elle l'amortit en totalité. Si je travaille sur l'immeuble directement, j'ai un recalcul à faire avec normalement une possibilité de déduire le droit, d'amortir le droit d'usufruit, pardon, mais là-dessus, il faut être méfiant parce que le Conseil d'État nous dit que l'amortissement d'un droit d'usufruit est possible, le BOFIP continue de nous dire non. Donc là-dessus, même chose. Il faut s'attendre à ce qu'on soit rappelé par la patrouille et que ça engendre un certain nombre de questions. Exploitation de plusieurs biens, on immatricule chaque bien. Alors oui, sur les histoires d'immatriculation de plusieurs biens, c'est là aussi pareil. Hein. À l'époque, alors sur le guichet unique, et là, je ne peux pas trop vous répondre. À l'époque, il me semble qu'on peut mettre plusieurs établissements. Moi, je le ferai sous forme de plusieurs établissements. À l'époque des CFE, ça dépendait du CFE. Certains acceptaient, certains vous disaient que ce n'était pas possible dans des communes différentes, enfin dans des régions différentes, notamment, il fallait réinscrire. Je n'ai pas forcément la réponse là-dessus.
Il me semble que l'obligation de déclaration préalable des biens loués en meublé auprès des communes existantes est généralisée à toutes les communes à compter de 25. C'est ce que je vous ai dit, tout à fait. Alors, pour moi, il n'y a pas de prescription, c'est des déclarations. Alors, si vous étiez dans une ville qui était contrainte avant, donc les villes de plus de 200 000 habitants, où le changement d'usage était obligatoire, etc., et que vous ne l'aviez pas fait, vous étiez déjà sous le coup d'une sanction de 50 000 euros, là, il faut effectivement le faire très, très rapidement, mais potentiellement, on peut vous le refuser, quoi. Donc, il n'y a pas de prescription, il y a pas, c'est une obligation, il faut le faire. Faut le faire. Acheté le 1er octobre 23, la décision de devenir l'MNP de l'immeuble est prise le 1er janvier 25. L'immeuble a été acheté. Alors, vous en avez fait quoi entre 23 et 25? Tout dépend ce que vous en avez fait. Si vous l'avez utilisé à titre perso, pour moi, vous commencez votre activité en janvier 25. Vous commencez votre activité en janvier 25. Vous inscrivez le bien à partir de janvier 25 et vous commencez à l'amortir à partir de là. Zut, j'ai encore changé la page. Hop, 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 hop. Quelle heure il est? Écoutez, il est 11h05. Je pourrais hélas pas répondre. Peut-on faire du LMNP en louant à un professionnel? Alors, ça ne sera plus de l'habitation, ce sera plus du LMNP, ce sera éventuellement de la location équipée, qui n'est pas le même régime encore. Je mets sous forme d'entreprise individuelle, puis faire une option à l'impôt sur les sociétés. Spontanément, je vous dirais oui, je n'ai pas eu le cas de figure. On peut effectivement basculer aujourd'hui une EI à l'IS. Après, oui, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Les conséquences, il sera taxé à l'IS. Par contre, c'est un changement de régime fiscal. Il va basculer de l'IR à l'IS avec les conséquences attachées à un changement de régime fiscal. Donc, comme si vous basculiez une SCI-IR, option CIS, les règles qui s'appliquent en cas de changement de régime fiscal. Géré par une agence immobilière est soumis à TVA avec les trois conditions remplies. Alors là, c'est un sujet vaste. Tout dépend qui fait quoi. Potentiellement, alors, même chose, hein, location meublée et TVA, pas possible. La location meublée n'est pas soumise à TVA, pour faire simple, et dans le temps qui me reste. S'il y a de la TVA, c'est qu'il y a des prestations. S'il y a des prestations, c'est de la para-hôtellerie. C'est du BIC classique, ce n'est pas du BIC de location meublée. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Location meublée pure et dure, pas de TVA et il n'y a pas d'option possible. Donc, il n'y a pas de sujet. En revanche, si vous rajoutez à votre location meublée des prestations de service, les fameuses 3 prestations sur 4, qui ne sont que des règles franco-françaises qui ne respectent pas la directive TVA au niveau européen, je ferme la parenthèse, vous basculez en para-hôtellerie. BIC ou para-hôtelier, BIC hôtelier, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est du BIC classique. Ce n'est plus les mêmes règles. Il n'y a pas de 39C. Les règles d'imputation des déficits ne sont plus les mêmes. Et la plus-value, elle sera forcément une plus-value professionnelle. Il n'y aura pas de plus-value personne physique. Donc, il faut bien distinguer les choses, il faut bien les mettre dans les bonnes cases. Parce que là aussi, les conséquences peuvent être dramatiques. Est-ce qu'il faut proratiser les 23 000 si jamais le bien n'est pas loué toute l'année? Non, si vous le conservez, il n'y a pas de prorata à faire. Il faut bien chaque bien. La CFE sera due bien évidemment sur chaque bien évidemment. Donc vous risquez d'avoir la CFE, la taxe foncière, et potentiellement aussi dans un certain nombre de cas la taxe d'habitation à payer, hein, les trois. Selon votre configuration, selon comment c'est organisé, vous risquez d'avoir les trois impôts à payer, hein. Donc là aussi, il faut être attentif à ce qu'on fait. Les conséquences sociales du basculement LMP, LMNP, c'est ce que j'ai évoqué avec vous, un arrêt de avril 24. Si vous étiez LMNP et que vous basculez en LMP au niveau des charges sociales, que l'URSSAF vous attrape, il y a de grandes chances que l'URSSAF vous dise vous restez chez moi et que vous ne pouvez pas revenir aux prélèvements sociaux, sauf à se faire radier. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il est 11h10. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que j'ai été clair et que vous avez pu avoir quelques éclaircissements sur ces dernières nouveautés en matière de location meublée. Encore une fois, je pense que la messe n'est pas dite et que les semaines qui viennent vont être relativement chahutées sur ce sujet-là. Je vous invite donc, encore une fois, à bien lire ce qui va être publié, voté, retenu, etc., etc. Et nous verrons si nous faisons un nouveau petit webinaire. Quoi qu'il en soit, sur la formation de 2 jours, on l'adapte au jour le jour et en fonction de ce qui sort et en fonction de ce qui est voté, en fonction de ce qui est applicable, la formation est à jour. Donc, je regarde juste la dernière question. En principe, du Oula, là, je ne peux pas. Hop, hop, hop. Toc.
Bon, et ben voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que donc, vous avez appris quelques petites choses, ou en tout cas, ça vous a rappelé un certain nombre d'autres sujets à votre disposition pour vous recroiser lors d'une formation. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être resté, et je vous dis à bientôt.